C'est terminé. C'est fini, les points communs. Alors, le temps est écoulé. Il va falloir arrêter les points communs. Vous aurez du temps pour en trouver d'autres. Ça y est, on les arrête plus. Voilà. C'est fini. Alors, qui sont les binômes ou trinômes qui ont trouvé 10 points communs? Ah, vérification. Pas les tricheurs. Non, ceux qui ont vraiment 10. Pas mal, bravo. Ceux qui ont 9. Bravo. 8. 7. 6. Moins de 6. Bon, bah voilà, vous avez encore 2 jours de salon pour trouver davantage de points communs. Merci beaucoup Agnès pour cette petite mise en bouche. On est réunis en effet pour cet après-midi parler d'un sujet qui est résumé dans une phrase, naviguer dans l'incertitude et faire de l'apprentissage un levier stratégique. Alors moi, quand j'ai lu cet intitulé de conférence, j'ai tout de suite pensé à un acronyme qu'on a beaucoup lu, beaucoup vu certainement ces derniers temps. Je pense que vous aussi, c'est VUCA. Donc, volatilité, incertitude, uncertainty, complexity et ambiguity. Et en fait, en regardant 2 secondes aussi de quoi il s'agissait, je me suis rendu compte que c'était vieux comme non pas le monde, mais pas loin, puisque ça date de 1991. À l'époque où l'URSS, c'est la Minute Culture, mais c'est intéressant, s'est effondré, que le mastodonte américain a jubilé, mais qu'il voyait s'inviter à la table diplomatique des nouveaux pays, et donc la grille de lecture un peu binaire ne tenait plus. Et ils ont donc conceptualisé ce fameux VUCA, dont on a beaucoup entendu parler par voie de presse, pour finalement définir un peu l'état du monde, en particulier du monde de l'entreprise, et ce qui me semblait assez résonner avec le thème de la conférence. Il se trouve que quand je t'en ai parlé, tu es arrivé avec une autre proposition d'un acronyme qui te paraît plus juste, plus d'actualité. Oui, c'est pas du tout le mien, mais les prospectivistes, en gros, les gens qui nous expliquent un peu le monde dans lequel on est, eux, ils parlent maintenant d'un monde banni. Et même banni, ça a même déjà un petit peu de, voilà, c'est même un petit peu daté. Banni, c'est encore pire que VUCA. Donc c'est le monde brittle, donc fragile, anxieux, voilà, dans lequel en fait il est très 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 compliqué de naviguer, d'avancer. Donc c'était sympa d'avoir un démarrage de salon aujourd'hui avec beaucoup d'optimisme, puisque là, voilà, parce que en réalité le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on est un monde qui est très difficile à lire, qui est très difficile à anticiper, où en fait on est surpris tout le temps. J'aime bien la phrase de Mike Tyson, il dit en fait on a toujours un plan jusqu'à ce qu'on prenne une droite en plein visage, et c'est un peu ça, c'est cette idée qu'en fait le plan c'est fini. Le plan, en fait, on peut plus y croire, on peut plus se référer à un plan, suivre une roadmap et se dire que ce qu'on avait bien réfléchi va réellement se réaliser, parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qui va se réaliser, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver par la droite, par la gauche, devant, derrière, etc. Dans le contexte dans lequel on est, c'est peut-être encore plus juste. On ne pouvait pas imaginer peut-être il y a 2 mois de ce qu'on vivrait aujourd'hui. Donc dans les entreprises et pour les collaborateurs des entreprises, c'est ça le contexte de tous les jours. Et donc quand on est dirigeant d'entreprise, et ben en fait se dire que cette pensée en fait un peu linéaire de je fais un plan, je délivre une roadmap, j'ai confiance dans mes assumptions et donc en fait je vais délivrer, en fait il tient plus. Et la pensée que les prospectivistes en tout cas recommandent d'adopter, c'est une pensée en scénario, c'est une pensée dans laquelle on évalue des hypothèses différentes en permanence. On est ultra connecté aux signaux faibles pour challenger en permanence l'ensemble de ces hypothèses et essayer d'avancer dans le bon sens. Et ils disent notamment une chose, c'est d'essayer de développer une pensée liminale. Donc ça peut paraître un peu conceptuel comme ça, mais la pensée liminale, c'est celle d'entre-deux, c'est-à-dire il y a ce que je sais, il y a ce que je ne sais pas, mais voilà comment on va quand même avancer. Et pour développer cette pensée-là, il y a plusieurs choses. Il y a déjà se débarrasser un peu de ce qui nous empêche de réfléchir de cette manière-là, en scénario, c'est-à-dire le jugement. Parce que le jugement, en fait, ça ferme l'esprit, ça bloque l'ouverture d'esprit. Le cynisme, ça bloque le cœur. Et donc, ça empêche aussi de réfléchir avec ses émotions. Et puis, il y a la peur, qui est ce qui paralyse l'action et qui empêche aussi d'avancer. Voilà.
Ça, c'est déjà des bons take-away, des bons points à garder dans sa trousse à outils. Reste que donc toi, tu as cofondé Maria Schools, on va en reparler, donc un corpus d'école, et que vous devez quand même avoir une vision assez claire d'un catalogue de formation à proposer aujourd'hui pour permettre à l'ensemble des gens qui s'adressent à vous de rester justement à la page. Et à partir de là, ma question est, comment est-ce que vous faites dans un contexte comme celui que tu viens de décrire ? Donc Annabelle et moi, on a fondé Maria il y a 5 ans et on ne vient pas du tout du monde du learning, ni l'une ni l'autre. Donc on n'a pas du tout eu une approche offre de formation, création d'un catalogue de formation. On vient du business toutes les deux. Et donc nous, ce qui nous importait, c'était de concevoir, créer des programmes et les déployer pour qu'ils fonctionnent pour les gens auxquels ils s'adressent. Et donc d'avoir une approche en fait qui était business, qui était performance, qui n'était pas contenu. Et donc ce qui nous anime, c'est quoi les problématiques des gens aujourd'hui en fait. Donc évidemment de questionner ce qui existe et surtout de questionner c'est quoi les comportements qu'on voudrait avoir, c'est quoi les compétences dont on a besoin aujourd'hui. Et ce qu'on voit se dessiner beaucoup, et donc ce qui nous anime nous beaucoup, c'est bien sûr les révolutions de l'entreprise, donc les nouvelles révolutions technologiques, bien sûr l'IA à fond, la révolution environnementale aussi, évidemment, la révolution démographique des entreprises, et puis au cœur de tout ça, je dirais, bien sûr, avant tout les gens, l'humain. Donc ça paraît toujours un peu bisounours quand on dit oui, l'humain d'abord, mais en réalité, les collaborateurs des entreprises sont vraiment ceux qui fabriquent l'entreprise, les produits, les process, les outils, etc. Et donc, en fait, c'est ultra prioritaire de développer les compétences de ce qui fait que nous, on est des humains et qu'on a un rôle à jouer dans l'entreprise. Ça ramène un peu au débat soft skills, hard skills. Et quand on écoute justement, non pas une vision des choses, mais des datas, et celles de l'OCDE sont très claires. Pour eux, d'ici à 2030, c'est 80% des compétences fondamentales qui seront des compétences cognitives pour rester employables. C'est une vision que tu partages. Est-ce que c'est vraiment la bataille aussi de demain, entre guillemets Oui, je pense que évidemment les compétences hard, elles sont très 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 importantes, mais les compétences hard, elles vont évoluer et ça va de plus en plus vite. Mais il faut quand même les acquérir. En revanche, pour les acquérir, on peut les acquérir plus facilement. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on automatise maintenant et qu'on va de plus en plus automatiser. C'est assez central dans le salon aujourd'hui, la place que l'IA va prendre dans la manière de faire son travail. Donc, bien sûr, ce sur quoi on peut investir pour toujours, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle les compétences durables, c'est-à-dire ce qu'on peut développer comme potentiel, nous, les humains. Le patron de LinkedIn, Ryan Roslansky, il a une vision très positive. Il dit qu'en fait, comme on va automatiser tout ce qui est pénible, répétitif dans le travail, finalement, il va nous rester à nous les humains que ce qui est en fait épanouissant et qui nécessite les compétences humaines, c'est-à-dire les compétences qu'on ne peut pas automatiser, ou en tout cas on pense qu'on ne peut pas encore les automatiser. Et donc évidemment il y a les soft skills dont tu parles, le CDE en a nommé 4, qui s'appellent les 4 C, donc collaboration, communication, créativité, esprit critique. Donc ça c'est les compétences dites durables, c'est-à-dire toute sa vie, on peut les développer, elles ne sont jamais obsolètes et on peut toujours progresser sur ces sujets-là. Il y en a une autre qui émerge énormément, qui est l'adaptabilité. Comment est-ce qu'on cultive sa capacité à être adaptable, c'est-à-dire à prendre toutes les vagues les unes derrière les autres, à s'adapter à tous les changements. Et pour ça, il y a 2 types de compétences à développer. Il y a celles qui viennent un peu naturellement, qui sont les compétences plutôt sociales ou dites un peu émotionnelles. Et puis, il y a ce qu'on appelle la pensée computationnelle. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça, la pensée computationnelle. La pensée computationnelle, c'est face à une situation, réussir à formuler un problème. Et une fois le problème formulé, explorer différentes hypothèses, tester, innover, échouer, tirer les apprentissages de l'échec, recommencer, etc. Donc, c'est toutes les compétences, en fait, qu'aujourd'hui, on ne peut pas déléguer encore à une IA et qui font que nous, on a la capacité à imaginer un monde qui n'existe pas. Développer cette pensée, ça commence à arriver dans les études supérieures. Par exemple, l'Institut Polytechnique de Lausanne, il a créé des cours obligatoires à tous les ingénieurs de pensée computationnelle, donc apprendre à modéliser un problème, innover et explorer des possibilités, dépasser ses échecs, etc., pour apprendre en avançant. Mais le Carnegie Mellon aussi, la Carnegie Mellon University aussi développe des cours de computational thinking. Donc on voit que ça commence à émerger
Dans le monde professionnel, je pense qu'il n'y a pas un catalogue de formation d'aucune entreprise qui a des cours de pensée computationnelle encore, mais c'est sûr que ça va devenir de plus en plus important. Et ça va venir. Moi, dans les chiffres qui m'ont marqué, dans ce que j'ai pu lire en préparant aujourd'hui, c'est le nombre d'emplois qui sont déjà pénuriques aujourd'hui, notamment liés aux évolutions technologiques que tu mentionnais tout à l'heure, et finalement l'estimation selon laquelle il faudrait former 1 milliard d'individus au métier de demain assez rapidement, ce qui est une opportunité quand on s'attache à ce sujet comme vous le faites chez Maria Schools. Mais ma question, c'est quel est toi, vu de l'intérieur, justement, le chiffre clé ou l'info clé qui pas t'empêche de dormir la nuit, mais en tout cas qui te donne matière à réflexion au moment de penser la suite? Oui. Je pense que c'est un mot du patron de la Banque d'Angleterre qui s'appelle Macaré qui dit qu'il y a une tragédie des horizons. Un peu, on vit un peu ça. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il y a d'un côté le temps de l'entreprise. Le temps de l'entreprise, c'est un temps qui s'accélère. Ça va toujours plus vite, c'est le temps du chiffre, c'est le temps d'urgence, c'est le temps des reporting, c'est le temps de la performance, c'est le temps des objectifs de compétitivité, un marché concurrentiel très dur, très fort, etc. Ça, c'est le temps de l'entreprise, ça va de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et de l'autre côté, il y a le temps de nous, les humains, l'apprentissage, l'échec, l'expérimentation, essayer, tester, innover. Tout ça, c'est long, c'est lent un peu, ça prend du temps. Et donc, ces deux temps, ils sont un peu en contradiction. Et moi, ma conviction, c'est que le learning, le fait de développer ses compétences, c'est en fait un peu le lien, c'est-à-dire c'est le pont qui permet de faire le pont entre, d'un côté, les objectifs de profitabilité, bien sûr, de l'entreprise, mais aussi la durabilité des entreprises. C'est aussi le temps long, c'est aussi le temps de la planète, c'est aussi le temps de, dans quoi est-ce que nous, l'humanité, on s'inscrit. Et cette tension qu'il y a entre les deux fait que, et c'est moi ce qui m'anime évidemment au quotidien, que le learning, le sujet de la formation des collaborateurs, qui a été qui est toujours dans plein d'entreprises, un sujet RH, admin, obligatoire, pas très sexy, glamour, doit en fait, de mon point de vue, être un levier stratégique en fait des entreprises, parce que c'est ce qui va permettre aux entreprises de réussir en fait leur trajectoire si elles investissent suffisamment sur les gens qui composent ces entreprises-là. Qui a pris le temps au cours de l'année passée peut-être de se former parmi vous? 1, 2, levez la main franchement, comme ça c'est quand même pas mal. Un échantillon, ouais, au moins la moitié d'entre vous. Peut-être que du coup... Et la semaine dernière, est-ce que la semaine dernière, vous avez appris quelque chose de nouveau? Pas mal. Ce matin, génial. 3, ouais. C'est un début, voilà. Et qui a fait du sport la semaine dernière? Voilà. C'est QFD. Donc en fait, si vous passez du temps à investir sur votre corps pour vivre mieux et plus longtemps, il faut aussi passer du temps sur ce qui se passe là pour vivre mieux et plus longtemps. Voilà. Ma tablette a décidé de rendre l'âme maintenant, c'est bien, c'est pas grave. De toute façon, on avait quand même pas mal avancé sur le déroulé. La question en fait que je pose là sur le qui s'est formé, c'est aussi qui a interrogé un peu ce qu'il voulait transmettre, ce qu'il voulait savoir pour se préparer aussi à la suite. À un moment donné, par exemple, dans ton parcours, toi, tu es passé du e-commerce, si on tire un peu le trait, en tout cas du social commerce au féminin, à la formation, à Maria Schools et à cet entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a fait passer de ce côté-là du monde? Avant, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde des médias. Donc, j'étais directrice générale du groupe Au Féminin et on avait chez Au Féminin développé effectivement une activité e-commerce. On a fait l'acquisition de My Little Paris, c'est ce qui nous a permis de rentrer dans le monde de l'e-commerce. Et ensuite, on a, au bout de 2-3 ans après l'acquisition, lancé d'autres business e-commerce, indépendamment de My Little, qui se développait par ailleurs. Je pense que ce qui m'a animée beaucoup dans ces 10-11 ans que j'ai passé chez Au Féminin, c'est la réinvention perpétuelle de nos métiers. On était en fait une petite entreprise, leader de notre segment marmiton, féminin, sur les femmes, etc. Et My Little sur son sujet. Mais en réalité, on était très, très fragile dans un univers média digital où Google arrivait, Facebook, Amazon, etc. avec des propositions publicitaires qui étaient 1000 fois meilleures que tout ce qu'on pourrait jamais faire en termes de precision marketing, etc. Mais on avait cette conviction qu'en fait, on pouvait réinventer nos manières de faire, nos compétences, nos métiers, nos business
business model, nos audiences, voilà, et qu'il n'y avait pas d'autre choix en fait que d'être dans cette conquête continue de qui sont mes clients, quel est mon business, où sont mes audiences, comment je fais. Et sur l'e-commerce, c'était intéressant parce que donc on a fait l'acquisition de My Little qui à l'époque avait déjà peut-être presque la moitié de ses revenus qui étaient déjà l'e-commerce. Nous, on essayait désespérément de lancer des trucs, donc on a essayé de lancer plein de trucs. Finalement, à un moment, donc on a beaucoup échoué en fait. Pendant 3 ans, on a raté 90% de tous les lancements produits qu'on faisait en se disant c'est pas possible, on a des audiences colossales, à un moment donné, on va réussir à vendre quelque chose quand même à quelqu'un. Et on n'y arrivait pas. Il faut dire que dans les médias, le mindset média, en fait, il n'y a pas de marques médias qui sont devenues des marques commerçantes. Donc c'est pour ça que My Little était quand même assez précurseur et assez incroyable comme réussite. Et finalement, on a réussi en 3 ans à monter un business qui faisait 10 millions de chiffre d'affaires, 2,5 millions d'EBITDA, pas de coût d'acquisition, ce qui dans l'e-commerce c'est quand même assez cool. Et tout ça alors que tout le monde nous prédisait qu'on pourrait jamais. La personne qui s'en est occupée, c'était le responsable marketing études. Donc vraiment, ils ne connaissaient rien à l'e-commerce et personne dans l'entreprise ne connaissait rien à l'e-commerce. On avait effectivement My Little qui était à côté mais qui était une filiale et qui donc se développait toute seule. On n'a rien récupéré. On a récupéré peut-être des noms de prestats, de logisticiens. Peut-être on n'a même pas récupéré les noms des producteurs auprès desquels on faisait les achats. Mais on a juste regardé comment ils faisaient, et puis ensuite on a essayé, échoué et finalement réussi. Et donc je pense que cette culture d'y aller, même quand on ne sait pas, de savoir que de toute façon on n'a pas le choix, était quand même très forte chez nous. Et donc quand j'ai quitté au moment du rachat par TF1, j'avais envie de transmettre ça en fait. Et quelqu'un m'a dit, écoute, si ton sujet c'est la transformation des organisations par le courage des collaborateurs, regarde le monde de la formation. Ce à quoi j'ai répondu que c'était atrocement casse-pied le monde. J'espère qu'il n'y a pas de responsable formation ici. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le marketing, la com, l'e-commerce, le social commerce, les médias, etc. Et que la formation, je trouvais ça atroce, gris, vraiment pas intéressant et loin de la balle, pas du tout opérationnel. Et il m'a dit, détrompe-toi, il y a plein de gens qui innovent, qui montent des choses, etc. Et je me suis rendu compte aussi qu'en réalité, sans aller dans des salles de formation, en réalité, cette culture, elle nous venait aussi du fait de se former tout le temps, c'est-à-dire de chercher à apprendre en permanence de qui sont les autres, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'on peut récolter comme idée, tester, etc. Et donc, j'ai rencontré à cette époque-là mon associée d'aujourd'hui, Annabelle, qui, elle, avait déjà créé une école qui formait Lion, exactement, comme l'animal, le roi de la jungle, et qui formait les collaborateurs de corporate aux méthodes des startups. Donc ça, c'était 2017-2018. Qui était dans The Family. Qui était dans The Family. Dans les codes de The Family. Exactement, aussi. Voilà. Donc c'était une école gratuite où le samedi, les gens venaient et passaient 8 samedis, 9h-19h, après leur semaine de boulot, à apprendre les nouvelles manières de travailler, comment est-ce qu'on mène un projet, comment est-ce qu'on renonce, comment est-ce qu'on prend des décisions, comment on communique, comment on motive ses collaborateurs, comment on innove, comment on parle à ses clients, comment, voilà. Et on s'est plu et on s'est dit que moi j'ai vu qu'elle avait un peu inventé une forme de pédagogie qui disait pas son nom, c'est-à-dire une manière de transmettre et de faire que les gens s'approprient et changent et aient envie de changer leur manière de travailler. Et donc on s'est associés, on a racheté Lyon à The Family qui est notre première école donc, et on a développé cette pédagogie sur de nombreuses thématiques, d'autres écoles, etc. Alors la pédagogie, c'est une pédagogie un peu ad hoc, c'est-à-dire que c'est pas forcément juste un catalogue de formation, c'est aussi en fonction des demandes que vous ajustez votre proposition en réunissant des experts et en étant dans une démarche qui est un petit peu différente. En termes de méthode justement et de pédagogie actuelle, on entend des courants, on parle de ceux qui militent pour la gamification par exemple, on parle des courants qui vont proposer un mix entre l'hybridation, disons, de l'apprentissage entre du e-learning et du mentorat avec des groupes de travail qui vont permettre de rendre les choses concrètes. Tout ça, il y a tout un vocabulaire que je vous épargnerai parce que pour le coup, je n'ai pas de tête. Mais vous, votre conviction sur la bonne méthode pour justement faire du learning un vrai levier stratégique, c'est quoi ? Donc nous, on ne vient pas ni l'une ni l'autre du monde du learning, de la formation, de l'éducation, de l'académie, de la théorie, voilà. L'approche traditionnelle dans l'éducation et dans la formation professionnelle, c'est on passe 18 mois à créer un contenu et à se dire que le courage managérial, c'est comme ça.
et puis ensuite, on déploie à l'échelle. Voilà. Nous, on est à l'inverse complètement de cette manière de faire, parce qu'on a une approche très business, performance, donc il faut que ça marche, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait de l'impact, il faut que ça marche, il faut atteindre les résultats qu'on a identifiés. Donc, on est très alerte et on regarde, on s'intéresse à toutes les formes de pédagogie. On est complètement agnostique, on n'a pas de théorie sur c'est comme ça qu'on doit faire. Ce qui nous intéresse, c'est les gens qu'on reçoit, le contexte dans lequel ils sont, c'est quoi leur ressort d'apprentissage. Il y a plein d'outils qui existent, mais tel outil va convenir dans telle entreprise à tel type de population et tel autre outil va convenir sur le même sujet, la même compétence à telle autre population dans tel contexte. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Maria d'ailleurs. On s'appelle Maria parce qu'on est très inspiré par Maria Montessori. La femme, peut-être, je ne sais pas si vous la connaissez un peu, c'est une femme médecin en Italie fin 19e. Et elle est psychiatre et elle s'intéresse aux enfants qui ont des déficiences psychiques et qui sont jugés comme inaptes à la société. Et elle réussit à démontrer avec des méthodes d'éducation différentes que en fait, ces enfants-là sont capables d'apprendre à lire, à écrire, à compter et donc à trouver une utilité dans la société. Comment par la manipulation, donc par le jeu, et voilà, il manipule la terre. Donc vous jouez aussi avec vos élèves. Donc nous, on ne manipule pas ni la terre ni l'eau, mais on manipule énormément. Donc on fabrique, on fait. En réalité, quand on a compris quelque chose, c'est la première étape, mais tant qu'on ne l'a pas fabriqué soi-même, tant qu'on ne l'a pas fait, en fait, on ne le maîtrise pas. Et donc il y a beaucoup de manipulation dans tout ce qu'on fait. Il y a une expérience d'apprentissage qui est centrale. Et l'expérience, c'est quoi? Ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment aux gens. Ça veut dire que on les accueille, on les connaît, on leur plaque pas des contenus, mais au contraire, on va faire évoluer les contenus pour que ça fonctionne pour chacun. Donc j'allais te demander le plan de formation de la dernière promo qui venait d'un univers connexe e-commerce. En l'occurrence, ce serait plutôt donc des individus, si je comprends bien, et pas une promo. Le programme de leur formation que vous leur avez concocté, si on prend par exemple e-commerce/IA, j'imagine que vous avez eu ce genre de demande récemment. Comment est-ce que vous y répondez? Qu'est-ce que vous poussez comme... c'est à chaque fois différent, donc c'est difficile de répondre une méthode, mais tu vois, un grand équipementier sportif, par exemple, dans le monde du retail, on forme en ce moment des managers à naviguer dans l'incertitude, justement. Et donc, on les aide à travailler sur comment prendre une décision dans un contexte où, en fait, on n'a pas toutes les informations. Comment on fait pour que ce soit une décision qui soit collective, comment on fait pour et donc des méthodes d'intelligence collective pour en fait partager la responsabilité de la décision, communiquer la responsabilité de la décision. On va travailler aussi par exemple sur la priorisation, sur la résilience. Donc la résilience, tout le monde dit c'est formidable, en fait c'est horrible. La résilience, c'est des moments où on se sent hyper frustré, c'est des moments où en fait on ne sait pas ce qu'il faut faire, il faut quand même le faire, il faut tenir bon. Voilà, quand on apprend la résilience, on apprend à prendre de la distance par rapport à ce qu'on fait, à reprioriser ce qu'on fait. Donc, il y a un truc qui s'appelle les cercles de Covey, par exemple. Voilà, ce sur quoi j'ai du contrôle, je peux agir. Premier cercle, ma priorité. Deuxième cercle, c'est ce que je peux influencer, mais ce n'est pas moi qui vais vraiment décider. Donc, c'est mon deuxième cercle. Troisième cercle, c'est ce qui m'importe, mais j'ai aucun pouvoir ni de contrôle, ni d'agir, ni d'influencer. Il faut que je me débarrasse de ça, parce qu'en fait, sinon, ça me prend de l'espace mental, et donc, j'arrive pas à être vraiment focus sur ce que je peux vraiment faire et ce sur quoi je peux contribuer. Voilà, ça va être aussi, tu vois, sur l'écoute client, des cours de questiologie, donc apprendre à poser des questions. Bon, apprendre à poser des questions, tout le monde sait poser des questions, mais en fait, c'est réinterroger sa manière de faire. C'est-à-dire, est-ce que si j'utilise un verbe à l'indicatif, au futur, machin, qu'est-ce que ça change dans les réponses que je vais avoir? Voilà, c'est un ensemble de choses qu'on va identifier un peu comme ça, et en se disant, en fait, comment est-ce qu'on fait pour apporter des clés pour que les uns et les autres se... Amandine, tu as une question, je crois que tu n'es pas au courant. Voilà. Participe. Pour en fait trouver des nouvelles manières de faire. J'ai passé un micro à Amandine parce que je ne connais pas beaucoup de gens. Je me dis, si au moins je choisis, elle peut m'en vouloir personnellement. Simplement pour qu'on prenne en un mot un tour de table et qu'on comprenne aussi, vous, en parlant de formation, si vous aviez un sujet sur lequel vous avez besoin ou vous auriez envie de monter en compétence aujourd'hui. Est-ce que vous sauriez l'identifier? Sinon, tu passes à ton voisin. Non, mais moi, ça marche pas. Donc
Si, ça marche. Ouais. Je vais pas être originale, mais c'est sur ces sujets d'IA. C'est évidemment des sujets qu'on évoque beaucoup, que tout le monde veut prendre, qui sont déjà pris. Moi, j'ai été dans des entreprises qui étaient très avancées sur ces sujets-là. Mais Le Bon Coin. comment on continue, on embarque l'ensemble de l'organisation, de la tête à l'ensemble des applications, La conduite du changement ouais, autour de ces autour de sujets. l'IA. Qui a identifié un sujet de formation? Vous me regardez dangereusement. Alors moi, c'est pareil. Heureusement. J'aime bien l'idée, c'était de pensée computationnelle. C'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. Je ne sais pas si ça fonctionne, si vous en Ouais. savez. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on entretienne, je pense, parmi les collaborateurs. Ma problématique à moi, c'est plutôt de se dire comment on maintient la connaissance au sein de l'entreprise et la connaissance au sens expertise, mais aussi savoir-être, etc., etc. Donc voilà, le besoin, il serait plutôt... Un mix de cognitif et de, Voilà. et de, Ouais. de compétences. Quelqu'un d'autre, si on avait un petit échantillon représentatif de, je sais pas, 5-6, ce serait super intéressant. Je trouve ça hyper intéressant, la nouvelle approche Bagné, même si on avait tous vu VUCA, et que ça soit, je trouve, diffusé dans toute une organisation, parce que le problème, c'est que le monde, il évolue vachement plus vite que notre capacité à avoir, comme vous disiez, le contenu. Au bout d'un an et demi, on a l'impression que quand on a fini de créer le contenu, il est déjà obsolète. Il est déjà Et obsolète, ouais. une organisation, Exactement. elle se forme. Je trouve que c'est compliqué. Pour moi, c'est comment insuffler ça du haut. Et on a un truc pas mal, nous, chez Danone, que je trouve plutôt efficace, c'est de se dire, au final, sur les formations, par du 70-20-10, et de se dire, en fait, le contenu de tout ce sur quoi on se forme, en fait, si c'est pas diffusé chez tout le monde et qu'on ne peut pas avoir un 20% de coaching et un 70% de je pratique on the job, 6 mois après votre formation, il vous en reste plus grand-chose, en fait. Mm. Vous avez reçu 2-3 mots, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous livre en vrac des réflexions qui ne sont pas des vraies questions, mais aussi c'est plus pour interagir que de vous poser Un sujet. question précise. Ouais. Un autre thème de formation, un peu différent, involontaire. Sinon, on va attribuer. En termes de formation, notamment à destination des agents des services clients, on a tellement de process, tellement de produits, je représente le groupe SEB, à mettre dans la tête, à implémenter dans la tête des agents, qu'on est plutôt à se dire comment on développe des soft skills, l'accueil conso, l'écoute, le fait de poser les bonnes questions, les temps, la patience, etc. Et comment on forme à l'accessibilité au knowledge, encore faut-il Ouais. que le knowledge soit créé, Documenté. mais ouais. comment je le récupère rapidement en fonction de ma problématique. Donc on en est plutôt là, alors qu'au début on était, je mets tous mes process, je mets tout le monde dans une salle, je bourre le mou à tout le monde, et la réalité c'est que c'est souvent des gamins entre 20 et 25 ans qui viennent faire le service client, qui sont là pour 12 mois parce qu'on est à Lisbonne, parce qu'on est à Sofia, parce que voilà. Et en fait, Le cours amphithéâtre qui finalement mais c'est résonne un peu. ingérable. Donc Ouais. c'est des quiz, c'est learning by doing, c'est du nesting à côté avec quelqu'un qui est là depuis 6 mois. Donc mais c'est perturbant parce qu'on n'est pas des professionnels de la formation au départ. Moi, je ne sais pas comment on forme des gamins de 20 ans, quoi. Donc, Moi, je trouve que ça, votre réflexion et finalement ce qu'on vient d'entendre, ça pousse aussi à s'interroger sur la bonne méthode plutôt pour quelle est la bonne méthode à mettre en place dans les organisations et donc la bonne façon d'envisager la question, qu'il s'agisse d'un point ou d'un autre, sur comment est-ce qu'on organise au mieux les Ouais. différents enjeux qui viennent d'être cités. Ça m'amène deux réflexions. La première, c'est une question de culture culture learning dans les entreprises. C'est-à-dire, en fait, posture basse, quoi. Posture apprenant, pas posture sachant, mais au contraire, en fait, installer une culture de, en fait, on ne sait pas, on essaye, on va voir ce qui se passe, on communique bien, on embarque tout le monde, etc. Et donc, en fait, évidemment, ça passe toujours en priorité par les dirigeants et l'exemplarité sur ça, mais autoriser la vulnérabilité et dans la manière de faire, je dirais, en tout cas, nous, c'est la nôtre, c'est d'essayer d'aller chercher parce que l'apprentissage, c'est difficile. Pour nous, les adultes, désapprendre et réapprendre, c'est en fait aussi difficile, si ce n'est plus, que pour les enfants qui ne veulent pas faire le devoir et qui font des colères par terre. Bon, nous, on ne fait pas des colères quand on est en formation, mais en réalité, le chemin, c'est pareil. Il faut passer ce passage douloureux où on ne sait pas, on se sent un peu nul. Et en fait, c'est à partir de là qu'on va réussir à vraiment acquérir et apprendre.
Donc un peu cette idée de culture de l'apprentissage, de culture de la posture basse, de fin de la culture du sachant, de l'expert, mais au contraire la culture de celui qui est dans l'apprentissage en permanence. Ça, et la deuxième chose, c'est ce qu'on voit émerger beaucoup dans les entreprises qui sont assez avancées dans ça, c'est ce qu'on appelle la skills-based organization, donc une organisation d'entreprise dans laquelle la compétence, elle est au cœur. C'est-à-dire que chaque collaborateur sait dire les compétences de mon job, c'est ça. Les compétences que j'ai envie de développer dans les 2 prochaines années, c'est ça. Les différentes trajectoires de carrière qui vont pouvoir s'offrir à moi en fonction des compétences que j'ai envie de développer, c'est ça. Et ça donne une énorme agilité aux entreprises. Il y a l'étude de référence, je vous la conseille, c'est une étude de Deloitte de 2022 voilà, sur le passage à la skills-based organization. Les entreprises américaines, elles sont hyper avancées sur ces sujets-là, mais il y a des entreprises comme L'Oréal aussi le sont. Voilà, le VMH commence à s'y mettre, etc. Donc voilà, Danone aussi commence voilà, on travaille avec Claire Degnaud notamment sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment des organisations qui, en fait, permettent plus de rétention des collaborateurs, permettent vraiment d'amener le sujet de la compétence au cœur de l'organisation et donnent beaucoup d'agilité parce que tout d'un coup, l'organisation, on n'est plus staffé parce qu'on fait ce rôle et en fonction de ma seniorité et de mon diplôme, je vais pouvoir progresser comme ça. Mais au contraire, en fonction d'un portefeuille de compétences que je développe, je vais pouvoir naviguer comme ça dans l'entreprise et l'entreprise va pouvoir me proposer des missions, des jobs différents et donc me faire évoluer autrement parce que c'est ce portefeuille de compétences qui devient mon passeport de carrière, mon passeport de trajectoire professionnelle. Tu parles des entreprises qui sont avancées, on pourrait parler aussi justement des pays qui sont avancés ou en tout cas qui ont d'autres approches. Vous, pour réfléchir à nouveau à ce sujet-là, vous regardez quoi en particulier comme valeur d'exemple ? Nous, on regarde bien sûr ce qu'on trouve intéressant en pédagogie, en formation, mais peut-être plus ce qui ne vient pas de ce monde précisément de la formation. Donc, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est transformation du monde du travail, mais aussi les sciences sociales, la psychologie, voilà, tout ce qui fait que le monde change et que donc, nous, il faut changer avec le monde et essayer de comprendre un peu tout ça. Il y a 2 choses peut-être qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est qu'on s'inspire beaucoup des jeux. Mais souvent, on parle de gamification en serious game, en faisant une sorte de Monopoly revisité pour penser que comme ça, on va devenir hyper fort en lean management. En fait, ça c'est une approche un peu, parfois, que je trouve triviale, on va dire. En revanche, les mécaniques d'un jeu, qu'est-ce qui fait que les gens sont addicts et engagés dans un jeu ? Il y a une narration qui est hyper forte, il y a un design qui est hyper fort, il y a des étapes. On m'emmène à partir de mon niveau à passer le niveau du dessus, juste au bon niveau de difficulté pour que j'ai de la satisfaction. On me fait jouer avec d'autres joueurs et donc c'est très social. Bref, voilà. Donc, comme sur les fresques. Ouais, exactement, comme sur les fresques. Donc, on a développé une fresque qui s'appelle la fresque des compétences, voilà, qui est une approche qui est inspirée de comment est-ce qu'on se mobilise entièrement. Donc, on se lève, on joue avec des cartes, etc. Mais c'est pas un jeu, c'est simplement qu'on va chercher les mêmes ressorts que les ressorts de l'engagement dans un jeu. Et puis, d'autres initiatives, par exemple, le fait de mettre de l'émotion dans tout. Aujourd'hui, on est dans un monde, je ne sais plus qui le disait, oui, je crois que c'était la directrice générale de 1, 2, 3 qui le disait tout à l'heure. En fait, on est tellement sollicité qu'on est aujourd'hui beaucoup plus mu par nos émotions qu'on ne l'a jamais été. Et tout d'un coup, les émotions arrivent dans le monde de l'entreprise alors qu'elles n'y ont jamais été. Mais dans la vie, d'une manière générale, on n'achète plus un paquet de céréales, on achète une morning routine. Voilà, tout ça, c'est... Donc, en fait, mettre de l'émotion dans tout ce qu'on fait, ça devient obligatoire. Et donc, pour ça, on s'inspire beaucoup d'initiatives comme Daybreaker. Vous voyez ce que c'est, Daybreaker aux États-Unis ? C'est un concept un peu fou d'événements le matin dans les villes urbaines, enfin dans les grandes cités urbaines, événements pour se mettre émotionnellement en mode performance. Et donc, comment ça marche ? 6h du matin, vous habitez à New York et au lieu d'aller directement au boulot, vous allez dans un daybreaker. Et donc, vous commencez par 10 petites minutes, yoga, méditation, jus détox, etc. Et après, c'est ambiance boîte de nuit, 4h du matin, à fond, pendant une bonne heure. Et là, vous dansez. Ils vous mettent dans un état émotionnel, eye contact avec les autres, etc. Donc vraiment un état émotionnel très fort, comme en boîte de nuit, 4h du matin, quand on avait 25 ans. Et ce qui est fascinant, c'est que les gens font pas, en réalité, pour ensuite, à 8h du matin, arriver au boulot, dans un état émotionnel
de je suis le meilleur, je suis hyper fort, etc. Et donc c'est vraiment assez fascinant. Et donc nous, ce qui nous inspire, c'est on va essayer de faire un Daybreaker au mois de juillet là. Mais bon, Je pense que one-to-one, Voilà. c'est un bon endroit pour une et mission. voilà, exactement. C'est comment est-ce qu'en fait on réussit à créer cet état émotionnel qui fait qu'on a envie, qu'on est prêt, qu'on n'a pas peur, qu'on est prêt à y aller, etc. Voilà, donc on s'inspire de plein de choses assez différentes. Alors, juste comme on a regardé très à l'ouest et aux États-Unis, à l'est, il y a d'autres choses qui vous intéressent? D'autres approches? Oui. À l'Est, il y a une approche particulièrement qui nous intéresse, qui est inspirée un peu du bouddhisme, enfin, d'un philosophe japonais, qui s'appelle le Shoshin. Vous connaissez le Shoshin ou pas? Non. Est-ce que vous connaissez l'ikigai? Oui, voilà, l'ikigai, donc je cherche mon purpose, vraiment le sens de ma vie, etc., ce qui me dirige. Voilà, dans les autres préceptes un peu issus de la même veine, il y a le kaizen. Le kaizen, vous voyez, l'anti-gaspi. Voilà. Et ben, le Shoshin, c'est la même histoire, voilà, c'est la même origine. Le Shoshin, c'est l'esprit du débutant. C'est voir les choses comme si on ne les connaissait pas, comme si on était un débutant en toute chose. Donc c'est chercher à être le plus candide possible, à poser les questions du candide. Pourquoi ? Et pourquoi c'est très vertueux ? Parce que c'est très favorable à l'apprentissage, et c'est très favorable dans des contextes dans lesquels on est aujourd'hui, qui sont des contextes dans lesquels l'agilité est indispensable. Et l'expert, son problème, c'est qu'il a tout de suite une réponse. Tout de suite, face à n'importe quelle situation, hop, il a son référentiel qui s'agite et boum, il a une réponse. Il cherche à avoir une réponse. Le débutant, il ne sait pas. Donc, il ouvre un maximum, il est curieux, il va poser des questions, il va se demander comment font les uns les autres, etc. Et donc voilà, donc le Shoshin, c'est cette idée d'être un débutant en toute chose, tout le temps. Et plus on sait de choses, plus on cherche à cultiver son Shoshin. C'est beaucoup utilisé dans les arts martiaux, le Shoshin, parce que on ne sait jamais de quel endroit va venir le prochain coup. Et donc, il faut être en permanence comme ça, dans cet éveil à tout ce qui nous entoure, le contexte, les autres autour de moi, etc., pour essayer de saisir ce qui va pouvoir m'aider à me diriger plutôt à droite, plutôt à gauche. Une posture d'apprenant à droite et une posture enthousiaste Exactement. à gauche. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Tu as répondu aux questions que je proposais de te poser aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet-là? Ouais. Une petite réflexion. Je suis d'accord avec vous, l'aspect VUCA ou Banin est d'autant plus fort aujourd'hui qu'hier et bien moindre que demain. Et nos dirigeants en ont complètement conscience. Je prends un exemple basique, mais il y a 10 ans, on faisait des orientations stratégiques à 5 ans. Il y a 5 ans, on faisait des orientations stratégiques à 3 ans, qui étaient fausses de toute manière. Aujourd'hui, on fait des orientations stratégiques à 2 ans, et elles sont aussi fausses. Donc, c'est intégré, il n'y a pas de problème. Et en même temps, pour faire partie d'un grand groupe, j'ai jamais été autant soumis aujourd'hui qu'au fait de réaliser un projet avant de réaliser un projet. C'est-à-dire que pour gagner un investissement, il faut que j'arrive avec un PNL détaillé, que je me sois posé toutes les questions, etc. Alors qu'ils savent qu'on ne sait pas. Mais j'ai jamais autant, par rapport à il y a 20 ans, on démarrait des trucs, on ne savait pas trop, on n'avait même pas de data, on faisait ça au pif et ça passait. Il faut essayer la posture de l'apprenant. Du coup, il faut répondre « je ne sais pas ». Ouais, ça marche une fois, mais c'est tout. Et c'est ce paradoxe, en fait, qui est assez bizarroïde, que j'arrive pas vraiment à m'expliquer, entre rationnellement, on sait qu'on est dans l'incertitude, et la réalité, c'est qu'on ne prend jamais autant de ceinture de bretelles, ou avec mes collègues de la tech, maintenant on a une méthodologie, même on a un bouquin, un Go for Scoping, un Go for Project, il faut avoir rempli les trucs en 3 exemplaires CERFA, etc. Et ça prend du temps. Et quand vous faites ça, on est plusieurs à bosser, ça coûte de l'argent, et à la fin, on a l'impression qu'on est sûr de réussir, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est ce paradoxe que j'ai du mal à comprendre entre un rationnel partagé par tout le monde et une mise en œuvre qui est presque c'est orthogonale. une nouvelle formation pour Maria Schools, pour former les dirigeants à accepter l'incertitude. Ouais, c'est sûr que c'est difficile. Ce que tu dis, c'est la peur. On a peur d'échouer, peur de... Voilà, et donc la peur, elle fait agir de manière... Elle paralyse l'action, la peur, en réalité. Donc peut-être en tout cas, il y a un bon bouquin, c'est un bouquin de Nassim Nicolas Taleb, qui s'appelle Antifragile, et qui est un bon bouquin qui explique que de toute façon, le monde est tellement en désordre qu'il faut y aller, en fait, et que plus on attend, et plus on perd.
Voilà. Donc, c'est pour inverser le schéma et en fait réaliser que c'est l'inaction, c'est le fait de chercher des certitudes, de vouloir avoir toutes les informations avant de décider qui en fait est nuisible et nous fait perdre. Et quand bien même on le sait, et que les dirigeants le savent, c'est pas pour autant que dans une grosse organisation que ça se déroule comme ceci. C'est ça qui est étonnant. Donc après, on est tous acteurs de notre changement, dans Oui, notre parce que c'est un périmètre, peu ce que je disais etc. tout à l'heure, c'est une culture en fait. La culture de l'apprentissage, c'est la culture de communiquer sur les expérimentations. Et parce que ça a été aussi souvent un peu mal fait, c'est ah oui, culture de l'échec, c'est formidable. Ben non, l'échec c'est nul, personne n'aime. Voilà, non, c'est pas bien l'échec. Enfin, voilà, c'est. En revanche, l'expérimentation, oui, l'expérimentation c'est intéressant parce que à chaque étape, on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on communique sur ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on transmet les différentes étapes en justement en documentant en fait l'ensemble de ce qu'on a appris. Et donc être dans cette culture de apprendre de tout ce qu'on fait. Et transmettre ce qu'on apprend aux uns et aux autres, ben, ça permet d'être beaucoup plus solide, de se rendre compte qu'on a des ressources, qu'on est capable de réagir et que voilà, on n'est pas tout seul et on a besoin de bien avoir coché toutes les cases comme des bons élèves pour avant d'avancer. Comme disait notre Quelqu'un d'autre, DRH, pardon, la peut-être culture de quelqu'un d'autre a une. l'échec, oui, mais pas trop souvent et pas toujours les mêmes. Ouais. Pas toujours les mêmes. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question à Agnès ou partager un point de conclusion avant qu'on se sépare? Oui. Bonjour à tous. Juste pour réagir sur justement la culture d'être toujours dans l'apprentissage, je travaille chez Bouygues Télécom et il y a une culture qui est assez forte dans ce qu'on appelle la mobilité interne. Donc on encourage les salariés à sortir de leur zone de confort, à apprendre de nouvelles choses. Donc dans mon équipe, on a récupéré un certain nombre de personnes en mobilité qui travaillaient sur des fonctions diverses et du coup je suis sur la partie média. Ce qui est très bien parce que c'est des personnes qui sont très motivées parce qu'elles apprennent de nouvelles choses, elles sont tout le temps dans le développement de compétences. En revanche, je trouve que c'est très énergivore pour le manager qui est dans la transmission de ce savoir à ces équipes-là et qui doit en même temps quand même garder sa casquette de ses anciennes missions, plus ou moins, tout en continuant à être dans l'apprentissage et dans la formation de ces gens-là. Donc comment on arrive à nous-mêmes nous renouveler pour continuer à transmettre à ces équipes-là et accompagner du coup ce changement en interne. Bah, c'est sûr que la formation des managers, le fait d'amener les managers à s'approprier un peu ces sujets-là, c'est central. En fait, moi j'ai le sentiment dans les entreprises avec lesquelles on travaille que ceux qui misent énormément sur les managers, c'est-à-dire qui investissent vraiment sur les managers et pas qui ont une vision de la formation qui est bon, manager niveau 1, je te passe en parcours nouvel arrivant, ensuite je te passe en parcours deuxième, etc. Qui n'ont pas cette approche-là, mais qui ont une approche vraiment connectée à comprendre en fait la problématique de chacun et ce sont celles qui en fait réussissent le mieux parce que toutes les transformations, elles reposent sur les managers qui sont les pivots. Donc, ce qui est certain, c'est que ça invite à revoir en permanence les programmes qui sont proposés aux managers et à avoir cette agilité aussi dans les programmes qui sont proposés. Mais la manière dont fonctionnent encore beaucoup d'entreprises sur le sujet de la formation, c'est on a un programme, on va le garder pendant 3-4 ans. Et puis peut-être après, on verra ce qu'on fait. Voilà, c'est cette lenteur en fait qui ne va pas et qui fait que la formation, elle n'est pas aussi utile aux gens qu'elle pourrait l'être si elle était aussi dynamique que l'est le business et donc si elle se transformait aussi vite que se transforme le business. Merci pour vos questions et pour votre participation et merci surtout Agnès pour ton partage de connaissances. Merci. Bonne journée.